Imaginez, on est à la fin du 19e siècle. Un nouveau mouvement spirituel fait son apparition et promet à l'Occident de lui dévoiler tous les secrets millénaires de l'Orient. Son nom, le théosophisme. Mais derrière l'image des maîtres tibétains et des mystères ésotériques, il se pourrait bien que l'histoire soit un peu plus complexe. Une histoire d'invention, d'alliances étranges et peut-être même de supercherie. Voilà, c'est ça la grande question qui va nous guider. Le théosophisme, était-ce vraiment la redécouverte d'une sagesse perdue ou bien une invention très moderne mais très habilement déguisée en tradition ancestrale? Pour essayer d'y voir plus clair, on va suivre le travail d'un de ses critiques les plus féroces, René Guénon, et son livre « Le théosophisme ». Faut bien se rendre compte que quand il sort en 1921, c'est une véritable bombe. Guénon ne prend pas de gants, il s'attaque frontalement aux fondations mêmes de la société théosophique. On va donc décortiquer son argumentaire en 5 points clés. D'abord, on va s'arrêter sur le nom du mouvement. Ensuite, on se penchera sur sa fondatrice, un personnage vraiment hors norme. Puis, on verra où tout a commencé, et c'est pas forcément là où on l'attend. On explorera aussi le rôle des sociétés secrètes qui auraient pu tirer les ficelles. Et enfin, le bouquet final, la fameuse invention des maîtres spirituels, les Mahatmas. Allez, on attaque par la base, le nom. Pour Guénon, tout commence là avec une distinction qui peut paraître toute simple, mais qui est en fait cruciale. Un petit isme qui, selon lui, change absolument tout. Voilà la grande thèse de Guénon. Il nous dit « Attention, il ne faut pas tout mélanger. D'un côté, il y a la théosophie. C'est un courant mystique ancien, bien de chez nous, occidental et chrétien. Et de l'autre, il y a le théosophisme, le mouvement moderne lancé par Blavatsky. Pour Guénon, c'est simple, c'est une usurpation. Le mouvement a piqué un nom qui sonnait bien, un nom prestigieux, pour se donner une légitimité, alors qu'en fait, il se disait d'origine orientale et rejetait complètement les racines chrétiennes de la théosophie originelle. Et cette rupture avec la tradition chrétienne, elle est on ne peut plus claire. Guénon met en avant cette citation attribuée à Blavatsky, et là, il n'y a pas d'ambiguïté. Le but n'était pas de continuer une tradition occidentale, mais bien de la balayer. Le mot est fort. Alors justement, parlons-en de la figure centrale, le personnage au cœur de toute cette histoire, aussi fascinante que controversée, Elena Petrovna Blavatsky. Avant de devenir une guide spirituelle, la vie d'Elena Blavatsky est un vrai roman d'aventure. On parle d'une aristocrate russe qui s'enfuit d'un mariage arrangé pour faire le tour du monde et qui va même jusqu'à se battre aux côtés de Garibaldi en Italie. Mais Guénon, lui, insiste sur un épisode bien précis qui se passe au Caire. Là-bas, elle monte un premier groupe spirit, une sorte de club à miracles qui finit par s'effondrer sur fond d'accusations de fraude. Pour Guénon, ce n'est pas un détail, c'est une sorte de répétition générale. Et ça nous amène directement à la naissance de la société théosophique. Oubliez les monastères de l'Himalaya. Selon Guénon, tout commence dans un lieu beaucoup plus inattendu, l'Amérique du 19e siècle, et d'une manière qu'il décrit comme presque accidentelle. Guénon déconstruit le mythe étape par étape. En 1874, Blavatsky rencontre le colonel Olcott. Pas au Tibet, non, mais dans les salons spirites du Vermont. Leur premier projet, une simple société pour faire des investigations spiritualistes. Et le nom alors, théosophique? Guénon souligne ce qu'il voit comme une grande ironie. Le nom n'aurait pas été choisi suite à une vision mystique, mais parce qu'un membre riche du groupe l'aurait trouvé par hasard dans un dictionnaire. Et la preuve, d'après Guénon, elle est écrite noir sur blanc dans leur toute première déclaration de principe. L'objectif de départ était de contacter des esprits au moyen des procédés physiques. C'est du langage purement spirit, on est très très loin de la grande philosophie orientale que la société va revendiquer plus tard. Alors comment est-ce qu'on passe du spiritisme aux tables tournantes à la grande sagesse de l'Orient ? Eh bien, pour Guénon, le théosophisme n'a pas inventé grand-chose. Il aurait plutôt fait son marché en piochant des idées dans différentes sociétés secrètes de l'époque et en changeant de doctrine au fil des alliances qui se faisaient et se défaisaient. Avant les fameux Mahatmas tibétains, il y avait John King. C'était le premier guide spirituel de Blavatsky quand elle était en Amérique. Guénon note une coïncidence assez troublante. Ce nom était utilisé par plusieurs autres médiums de l'époque, qui, pour la plupart, ont été démasqués pour fraude. Et puis, soudain, c'est un virage à 180 degrés. Blavatsky et Olcott rejoignent pour un temps la confrérie hermétique de Luxor, une société secrète qui était anti-spirit. Et Guénon de souligner l'étrange coïncidence, c'est pile à ce moment-là que le théosophisme abandonne le spiritisme pour se tourner vers des doctrines occultistes. L'évolution se poursuit avec une alliance avec l'Arya Samaj, qui était un mouvement de réforme hindoue. À ce moment-là, la société théosophique devient, pendant un temps, une simple branche de cette organisation indienne. Pour Guénon, c'est une nouvelle preuve que la doctrine était tout sauf fixe. Elle s'adaptait surtout aux opportunités du moment. Mais cette alliance-là va se terminer de façon assez spectaculaire. Guénon s'appuie sur une citation du fondateur de l'Arya Samaj, Dayananda Saraswati, qui, après avoir été son allié,
a publiquement dénoncé Blavatsky. Il a qualifié ces phénomènes de prestidigitation. Pour Guénon, un témoignage venant d'un ancien partenaire, c'est une pièce à conviction particulièrement lourde. On arrive maintenant à la clé de voûte de tout l'édifice théosophique, et donc forcément à la critique la plus dévastatrice de Guénon, l'invention des fameux maîtres tibétains qu'on appelle les Mahatmas. L'affirmation de Guénon est pour le moins explosive. Pour lui, toute l'histoire de l'initiation de Blavatsky au Tibet est une fiction pure et simple. Les Mahatmas, qui sont la source de toute l'autorité du mouvement, n'auraient été inventés qu'une fois qu'elle est arrivée en Inde. Et pour étayer ça, Guénon va chercher la preuve dans les écrits des fondateurs eux-mêmes. D'un côté, il y a l'histoire officielle, 7 ans de formation secrète au Tibet. De l'autre, cette lettre du colonel Olcott de 1876, où il écrit que Blavatsky veut aller en Inde pour étudier et voir par elle-même. La question que pose Guénon est simple. Comment peut-on vouloir voir par soi-même un pays où l'on est censé avoir déjà passé 7 ans ? Si on suit le raisonnement de Guénon, les Mahatmas sont donc un coup de génie stratégique. Ils créent une source d'autorité parfaite, ils sont invisibles, donc impossibles à vérifier, ils sont infaillibles, donc impossibles à contester. Et c'est très pratique parce qu'ils peuvent faire apparaître des lettres miraculeuses pour justifier n'importe quel changement de doctrine au bon moment. Pour résumer, la thèse de René Guénon est implacable. Pour lui, le théosophisme n'est pas une sagesse ancienne, mais bien une pseudo-religion moderne. Une création née un peu par accident du spiritisme américain. Avec une fondatrice au passé pour le moins trouble, ses doctrines seraient un patchwork d'idées piochées dans des groupes occultes occidentaux. Et son autorité suprême, les Mahatmas, serait une invention tardive, conçue uniquement pour asseoir son pouvoir. Au final, qu'on soit d'accord avec Guénon ou pas, son analyse pose une question beaucoup plus large que le simple cas du théosophisme. Elle nous interroge sur la façon dont une nouvelle croyance peut naître, comment elle peut acquérir une légitimité, se construire une histoire ancienne et finir par convaincre des milliers de personnes de son authenticité. Et ça, c'est une question qui résonne encore très fort aujourd'hui.